Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. On s'en va discuter avec Pierre Graff, notre analyste économique. Vous savez que Pierre est PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. On l'attendait, on l'a eu aujourd'hui, Pierre. Donc, annonce de la Banque du Canada, on va encore une fois abaisser le taux directeur de 0,25. Exactement, elle était vraiment attendue, celle-là. Les prochaines le seront également. Le taux qui passe de 4,75% à 4,5%. On en avait parlé d'ailleurs dans les dernières semaines. Il y avait quand même un consensus des économistes, il faut le dire, cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés. 90% pensaient qu'il y aurait une baisse de 25 points de base. L'inflation au mois de juin avait créé quelques incertitudes, c'était remonté, on le sait. Il y avait quelques doutes qui étaient apparus, mais globalement, on voit quand même que bien que l'inflation soit pas à 2%, elle est relativement sous contrôle. Puis évidemment, c'est une bonne nouvelle de cette baisse. Elle est accueillie, je pense, très largement positivement et c'est peut-être pas fini. Donc, il faudra voir un peu ce qui se passe dans les prochains mois et l'impact que ça aura évidemment sur le commun du mortel et les entreprises. Bien, aujourd'hui, je lisais un peu là-dessus, puis j'écoutais aussi à la radio. Il y avait différentes écoles de pensée, là. Il y en a plusieurs qui disent qu'il va en avoir une autre baisse de 0,25, peut-être même d'ici la fin de l'année. Même les gens de la Banque du Canada ont fait « Oh, attention, là, on va y aller 1,25 à la fois. » Là. Fait que toi, tu t'attends à quoi de ton côté? Est-ce que tu penses qu'on va encore une fois baisser ou on va être plus patient? Je vais me ranger du côté du consensus. Alors, il faut savoir qu'il y aura trois nouvelles réunions de la Banque du Canada, donc des annonces du taux directeur d'ici décembre. Donc, évidemment, à chaque fois, ils peuvent ne rien annoncer. Ils peuvent annoncer une baisse de 25 points de base, comme c'était le cas, ou parfois un peu plus. Les économistes, le consensus actuellement, ce serait deux autres baisses de la même ampleur, donc de 25 points de base, comme je viens de le dire, pour arriver d'ici décembre à 4%. Donc, c'est-à-dire que si on garde vraiment le même rythme, on aurait donc deux baisses sur les trois prochaines réunions. Évidemment, je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens parce que quand on regarde les chiffres vraiment de certains indices micro, notamment le chômage qui est à la hausse, le ralentissement perceptible au niveau de l'économie, ça nécessite vraiment qu'on agisse. Le seul problème là-dedans, c'est vraiment le logement qui tire vraiment l'inflation vers le haut. Mais on sait que les baisses de taux sont très très attendues par les gens qui ont une hypothèque, surtout à taux variable, parce qu'évidemment, ils voient directement une baisse de leur paiement mensuel. Et ça, c'est vraiment important parce que on sait que 2024 plus 2025, c'est quand même 2,2 millions d'hypothèques à renouveler. Il y en a donc beaucoup qui restent à renouveler. Et forcément, les baisses de taux pourraient aider ces personnes-là. Et qui dit dollar marginal économisé sur l'hypothèque, dit dollar réinvesti dans l'épargne ou dans la consommation et donc effet d'entraînement pour l'économie. Le problème, c'est que si on baisse évidemment le taux d'intérêt, il y a peut-être d'autres gens qui ne voulaient pas rentrer dans le marché pour acheter des maisons qui vont se remettre sur le marché. Et là, ça va être encore un problème de surchauffe de l'immobilier. Donc, c'est toujours un peu l'œuf ou la poule. En revanche, pour les entreprises, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle parce que le coût des emprunts pour financer l'investissement, c'est ce qui est en jeu avec le taux directeur. Là, avec deux baisses consécutives avec 0,5%, je pense qu'on va peut-être pas voir tout de suite l'effet. En revanche, ça pourrait créer vraiment une dynamique positive, un optimisme chez les entreprises qui voient non seulement deux baisses, mais deux autres baisses potentielles se profiler et donc vraiment les amener à re-rentrer dans le marché pour investir et donc pour dynamiser la croissance. On a besoin de ça, puis on espère que c'est ce qui va se passer. On l'espère. En même temps, là, pour les gens qui commençaient peut-être à sentir la soupe chaude puis que ça commençait à arriver serré, c'est pas parce qu'on annonce un 0,25 puis peut-être un autre 0,25 qu'il faut se remettre à dépenser. Là. Le taux d'intérêt demeure quand même très élevé par rapport à il y a 2 ans, par exemple. C'est sûr que c'est un consensus, là. Puis les personnes, les économistes sont toujours dans des prévisions. C'est pour ça qu'on appelle ça des prévisions. Ce ne sont pas des certitudes, malheureusement. Et on sait que le marché déteste l'incertitude, mais c'est quelque chose avec lequel on n'a pas le choix de faire. Donc, on va espérer que ça se poursuive. Mais bien évidemment, il faut rester prudent. J'incite tout le monde à la prudence. Et on croise les doigts pour la prochaine réunion qui aura lieu le 6 septembre avec la prochaine annonce au niveau du taux directeur et de la Banque du Canada. On va maintenant parler du revenu par habitant au Canada. C'est pas une très bonne croissance, mais le Canada est même dernier dans l'OCDE présentement.
Exact. Alors, pour rappel, donc l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui a été créée après-guerre, on le sait, en 48, initialement pour opérer le plan Marshall, qui était un programme de prêt pour aider les pays à se reconstruire. Aujourd'hui, c'est 38 pays, donc qui n'étaient pas nécessairement liés au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, la France, le Canada, la Corée du Sud, la Turquie, l'Estonie, et plein d'autres. Et ils ont sorti leur rapport sur la croissance estimée entre 2020 et 2030 du revenu par habitant, et le Canada est 38e sur 38 pays, Hmm. avec une croissance de 0,7% du revenu par habitant. C'est évidemment une mauvaise nouvelle et c'est très loin vraiment du top 10 qui caracole entre 2 et 3%. Donc on parle de croissance réelle. Donc une fois l'inflation retranchée, donc c'est évidemment inquiétant. Ça reste une estimation. On peut défier les prévisions entre 2025 et 2030, mais on a clairement la moitié de fait actuellement. Donc, ça montre qu'il y a quand même des perspectives qui sont assez problématiques et ça représente aussi une problématique politique parce que, évidemment, pour le gouvernement fédéral, ça démontre qu'il y a peut-être un enjeu au niveau de certaines politiques qui ont été mises en jeu et ça, dans un contexte électoral ou préélectoral, ça va forcément jouer. Ouais, ça c'est pas bon pour Justin Trudeau déjà que bon, il y a l'espèce de fatigue du leadership là, qui commence à s'installer. Là. C'est difficile d'être au pouvoir pendant plusieurs mandats consécutifs, mais ça, ce genre de nouvelles-là sur l'économie, c'est rien qui est bon pour lui. Ben, exact. Alors, tu sais, il faut savoir que, évidemment, les Canadiens élisent leur premier ministre, puis ils vont mettre en place des politiques. Si on regarde, par exemple, trois choses spécifiques, les politiques économiques qui ont été menées, ben, si la croissance est aussi faible, ça veut dire que potentiellement, ça n'a pas eu les effets escomptés. Si on regarde, par exemple, aussi la politique migratoire, parce qu'on parle du revenu par habitant, ça veut dire que la population a connu une croissance qui était beaucoup plus rapide que l'économie. Donc, dans ce temps-là, le revenu par habitant diminue. C'est d'une logique assez imparable. On voit que le taux de chômage a explosé. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la baisse du taux directeur en partie. Puis enfin, bah, les dépenses dans la fonction publique avec des effectifs qui ont augmenté de près de Hmm. 40% quand la population a augmenté de 15% donc, sur les dernières années. Et ben, ça fait que dans ce temps-là, ben, on a taxé davantage, taxe carbone, gain en capital, et ben, on a dépensé aussi de l'argent pour plus de services, mais on n'a pas donc réattribué cette augmentation des dépenses pour la mettre dans la croissance ou dans le remboursement de la dette. Bref, c'est problématique parce qu'on est en queue de peloton. Et puisque c'est une estimation entre 2020 et 2030, ça veut dire qu'on n'a pas non plus peut-être vu le bout de ce qui Le se passe pire. actuellement en termes de stagnation ou de croissance très lente. Alors, évidemment, ça va être un enjeu à surveiller dans les prochains mois, surtout dans une année électorale. Et on va rester avec le gouvernement fédéral qui s'immisce dans la transaction de Héroux Deftech. Alors, Eru DevTech, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand même un immense joueur international au niveau des trains d'atterrissage, donc pour les avions. Et ils ont annoncé qu'ils allaient faire l'objet d'une acquisition par une firme de private equity américaine. Sauf que là, au Salon international de Farnborough, auquel est présent le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, il y a eu d'ailleurs une grosse annonce du Premier ministre Legault et du ministre Fitzgibbon pour Airbus. Ben, les ministres Rodriguez et Champagne, en revanche, eux ont rencontré le président des DevTech car ils veulent utiliser la loi d'Investissement Canada pour faire une enquête sur la transaction. Car il y a eu des questionnements sur l'opacité des négociations et aussi les craintes liées aux emplois menacés, parce que RoudevTech, c'est quand même des centaines, quelques milliers d'emplois. Et ben forcément, avec des contrats dans le domaine de la défense et la vente à des intérêts étrangers, ça semble être un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Mais le suspense demeure quant à ce qui va se passer avec la fameuse transaction avec la firme américaine. Excellent, Pierre. Un grand merci. On se retrouve vendredi. Absolument. À Au vendredi. revoir.